Vous appelez ça réparer? Ce satané truc fait toujours ce bruit strident. La voix de l'homme était tranchante, fendant le silence du garage comme une lame. La neige s'accrochait à ses épaules, fondant et goûtant sur le sol taché d'huile. Carlos se tenait à côté du capot ouvert d'un Dodge Caravan de 2009 poussiéreux, les mains noires de graisse, son souffle formant une buée dans l'air glacial. Il expira lentement avant de parler, sa voix calme mais ferme. Ce sifflement, c'est votre pompe de direction assistée. Je vous ai dit la semaine dernière qu'elle devait être remplacée. Vous avez dit d'attendre. L'homme souffla, secouant la tête avec une frustration exagérée. Vous, les mécaniciens, vous êtes tous les mêmes, toujours à chercher des moyens de nous soutirer quelques dollars de plus. Je vous ai payé pour réparer le bruit. Carlos s'essuya les mains sur un chiffon, puis se dirigea vers le comptoir et ouvrit un tiroir. Il en sortit la facture et la fit glisser. Vous avez payé pour un changement de courroie de distribution. Je l'ai fait. Votre moteur ne claque plus. La pompe est un autre problème. L'homme jeta un coup d'œil au papier, puis leva les yeux au ciel. Bien, assurez-vous juste qu'elle roule. J'ai des enfants à aller chercher. Carlos hocha la tête une fois, silencieusement, tandis que l'homme sortait en grommelant. La vieille cloche au-dessus du cadre tinta mollement avant que le silence ne reprenne possession du garage. Dehors, la neige tombait à gros flocons, les lampadaires projetant de longues ombres à travers le blanc. La tempête était arrivée rapidement, un de ces blizzards du Michigan qui engloutissent la ville entière en quelques heures. Carlos tendit le bras pour éteindre les lumières de l'atelier. Seul le bourdonnement chaud d'un chauffage d'appoint restait. Il se dirigea pour verrouiller la porte d'entrée, mais s'arrêta. Quelque chose, non, quelqu'un gisait juste au bord de l'auvent du garage, à moitié enfoui dans la neige. Il s'approcha, le cœur battant. Une fille, jeune. Son manteau était déchiré et trempé, le sang tachait la neige autour de son épaule et d'un côté de son visage. Ses jambes étaient repliées sous elle, comme si elle s'était effondrée en pleine course. Carlos tomba à genoux à côté d'elle. « Mademoiselle ?» Sa voix se brisa d'urgence. Aucune réponse. Il toucha son bras glacé. Son pouls était faible, mais régulier. L'instinct prit l'audace. Il glissa un bras sous son dos, l'autre sous ses genoux, et la souleva contre sa poitrine. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait, fragile d'une manière qui le troubla. Sa tête pencha sur le côté alors qu'il la transportait dans la chaleur du garage. Il la déposa sur le vieux canapé en cuir près du chauffage, se déplaçant rapidement pour attraper sa trousse de premier secours sur l'étagère à outils. La coupure sur sa tempe était longue, mais pas profonde. Plus inquiétante était la lacération sur son flanc gauche, déchiquetée, peut-être par du verre ou du métal. Sa respiration était superficielle, sa peau pâle comme le givre. Carlos nettoya les plaies, les pansant soigneusement. Il la couvrit de 2 couvertures, puis essaya le téléphone fixe. Mort. La tempête devait avoir coupé les lignes. Il attrapa son vieux téléphone portable. Pas de réseau. Merde, marmonna-t-il, puis la regarda de nouveau. Ses lèvres bougèrent faiblement. Il se pencha. Non, pas d'hôpital, chuchota-t-elle. S'il vous plaît. Il cligna des yeux. Ses yeux étaient à peine ouverts, mais il y avait de la peur en eux, une peur réelle et brute. D'accord, dit-il en baissant la voix. Pas d'hôpital. Respirez simplement. Vous êtes en sécurité maintenant. Elle s'évanouit de nouveau. Carlos passa un chiffon humide sur son front, puis plaça une bouillotte près de ses mains. Il utilisa un radiateur d'appoint pour réchauffer doucement l'air autour d'elle, mais le garda à une distance de sécurité. Les minutes s'étirèrent en heures. Carlos resta à ses côtés, vérifiant son pouls, ajustant les bandages, ajoutant une autre couverture. Il prépara du thé noir et essaya de lui en donner quelques gouttes à la cuillère quand elle s'agita. Il ne se réveilla pas. Il ne se demanda pas pourquoi il faisait cela. Il n'avait aucune raison. Au moment où il l'avait vue gisant dans la neige, brisée et saignante, sa décision était prise. Non pas parce que c'était héroïque, non pas parce qu'il s'ennuyait ou était seul, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose de vieux, d'entêté et de silencieusement douloureux, savait que c'était la seule chose juste à faire dans un monde qui oubliait trop souvent comment prendre soin. Dehors, le vent hurlait contre les portes du garage, mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur. Une fille dormait, blessée et effrayée. Un homme veillait, les mains toujours tachées d'huile mais travaillant maintenant à quelque chose de bien plus délicat que des machines.
Alors que minuit approchait, Carlos s'installa dans le fauteuil en face du canapé, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il fixa la douce montée et descente de sa poitrine. Qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, cela n'avait plus d'importance. Elle avait trouvé son garage et maintenant, elle était sa responsabilité. Anna se réveilla lentement, comme un plongeur remontant des profondeurs. Le doux bourdonnement d'un vieux chauffage, l'odeur de graisse de moteur mêlée à quelque chose de chaud, du bouillon de poulet peut-être, envahirent ses sens avant même que ses yeux ne s'ouvrent. Quand ils le firent, elle se retrouva à regarder un plafond fissuré et la faible lueur du matin derrière des fenêtres givrées. Elle se redressa brusquement, une douleur fulgurante lui traversant le flanc, et haleta. Ses bras s'agitèrent, cherchant quelque chose, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'une voix calme rencontre sa panique. « Doucement », dit Carlos de l'autre côté de la pièce. Il se tenait près d'un établi, tenant une tasse fumante. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle le regarda, incertaine. « Où suis-je ?»« Mon garage, » répondit-il. « Vous étiez blessé? Je vous ai trouvé dehors il y a 2 nuits, pendant la tempête de neige. Vous vous souvenez de quelque chose ?» Anna baissa les yeux sur le bandage à son bras, puis sur la couverture enroulée autour de ses jambes. Elle secoua lentement la tête. « Pas de tout, mentit-elle. » Carlos n'insista pas. Il hocha la tête une fois, posa la tasse sur une caisse voisine et retourna à son travail en silence. Au cours des jours suivants, Anna se déplaça comme une ombre, silencieuse, réservée, observant tout. Elle ne donna jamais un nom complet. Quand on lui demandait d'où elle venait, elle marmonnait quelque chose à propos du nord de l'État. Mais Carlos, fidèle à la nature qu'il avait montrée dès le premier instant, ne demanda jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Il lui servait des repas simples, ragoûts, sandwichs au fromage grillé, flocons d'avoine, et les laissait sur la table sans commentaire. Il ne la surveillait jamais. Quand ses bandages devaient être changés, il travaillait avec le soin d'un homme réglant un moteur délicat, ses mains douces et précises. En retour, Anna commença à aider dans le garage. Elle balayait les sols, organisait les outils, pliait les chiffons. Un après-midi, elle surprit Carlos en identifiant correctement un alternateur usé. « Mon père m'a appris un peu, » dit-elle, les yeux baissés. Carlos sourit doucement mais ne dit rien. Au fil des jours, Anna commença à guérir, physiquement et autrement. L'obscurité dans ses yeux céda lentement la place à quelque chose de plus doux. La nuit, elle s'asseyait près du chauffage avec un livre que Carlos avait laissé sur la table. Pendant la journée, elle le regardait parfois travailler, la curiosité vacillant dans son regard. Une fois, en essayant de soulever une boîte de plaquettes de frein, elle grimaça et trébucha. Carlos attrapa son coude sans un mot, la stabilisant. Elle leva les yeux vers lui, surprise, et un instant leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, inexprimé, fragile, réel. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'essaie pas d'être un fardeau. »« Vous n'en êtes pas un, » répondit-il doucement. « Les gens ont parfois besoin d'aide. C'est la vie. » Elle déglutit difficilement. Plus tard dans la nuit, à la faible lumière de la seule lampe du garage, Anna dit enfin « Je me suis enfuie. » Sa voix était cassante. « De quelqu'un de puissant? De la famille? » Carlos hocha simplement la tête. « Je m'en doutais. »« Vous n'allez pas demander qui? » chuchota-t-elle. « Non. » Elle le fixa longuement, puis détourna finalement le regard. « Merci. » La tempête de neige se calma à la fin de la semaine. La ville au-delà du garage s'éveilla lentement. Les bus reprirent leurs itinéraires. Les voisins déneigèrent les trottoirs. Mais à l'intérieur du petit atelier, le temps s'écoulait doucement. Le 7e matin, Anna se réveilla pour trouver un paquet soigneusement emballé au pied du canapé. Confuse, elle l'ouvrit pour découvrir une paire de bottes de neige, robustes, doublées de laine. Claremont News. Elle les fixa, puis regarda Carlos, qui se tenait à quelques mètres de là, faisant semblant d'ajuster le chauffage. « Elle semblait être à votre taille, » dit-il simplement. Anna s'affaissa sur le canapé, les bottes sur ses genoux, ses mains tremblaient. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix se brisant. Carlos ne se retourna pas. « Parce qu'il fait froid dehors, et je me suis dit que vous en auriez besoin. » Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle pressa les bottes contre sa poitrine et sanglota, non pas de peur ou de douleur cette fois, mais de la sensation écrasante et inconnue d'être prise en charge, sans condition. Pas d'exigence, pas d'attente,
juste de la gentillesse, simple et authentique. À cet instant, quelque chose en elle, blessée et recroquevillée depuis si longtemps, commença enfin à se déployer. Le garage était silencieux ce matin-là, à l'exception du léger tic-tac d'un moteur en train de refroidir. Anna était assise sur une caisse en bois, s'essuyant la graisse des doigts avec un chiffon, tandis que Carlos travaillait sous une vieille Chevrolet. Le chauffage bourdonnait en arrière-plan et l'odeur d'huile de moteur et de café flottait dans l'air comme un souvenir. « Avez-vous déjà pensé à quitter Détroit ?» demanda soudain Anna, sa voix basse mais stable. Carlos ne répondit pas tout de suite. Il sortit de sous le véhicule, épousta ses mains et s'appuya contre l'établi. Il la regarda avec le poids calme d'un homme qui avait vécu trop de vies en une seule. « Je l'ai fait une fois, dit-il, il y a longtemps. Anna Hausa on Sorsal. Qu'est-ce qui vous en a empêché ?» Il prit une lente inspiration. La vie, la fierté, peut-être les deux. Elle attendit, sentant qu'il avait plus à dire. Il s'assit sur le banc en face d'elle, son regard dérivant vers la vitre sale, embuée par le froid. « Je travaillais pour Edison Motor, dit-il doucement. Le cœur d'Anna manqua un battement. Elle garda un visage neutre. « J'ai commencé là-bas jeune, continua-t-il, juste après l'école technique. J'ai passé 20 ans à concevoir des moteurs, à résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait toucher. Je n'étais pas un employé de bureau. Je me salissais les mains, j'aidais à construire des choses qui duraient. » Il s'arrêta, frottant distraitement une cicatrice sur son poignet. Puis un jour, tout a changé. Nouveau conseil d'administration, nouvelle direction. Ils ont appelé ça une restructuration, mais c'était une purge. Quiconque gagnait trop, posait trop de questions, ou se souvenait de comment les choses étaient avant, partit. Anna de Glodit. J'ai entendu parler de ça. Carlos eut un rire court et amer. J'ai été licencié un lundi matin, je suis sorti avec une boîte en carton et une poignée de main qui ne signifiait rien. Ils ont appelé ça une réduction des coûts. On dit que je faisais partie d'une autre époque. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Ma femme est partie 3 mois plus tard. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour un mari avec de la saleté sous les ongles et sans avenir. La banque a pris la maison avant Noël. Tout ce qu'il me restait, c'était cet endroit. Je l'avais acheté quand les choses allaient bien. Je l'ai fait tourner parce que, eh bien, quelque chose devait continuer à tourner. Anna pouvait à peine respirer. Elle savait exactement de quoi il parlait. Son oncle, le soi-disant leader visionnaire qui avait pris le contrôle d'Edison Motor, avait orchestré ses licenciements. Impitoyable, efficace, sans pitié. Et maintenant, elle était assise dans le garage d'une de ses victimes. Carlos la regarda alors, comme s'il sentait la tempête derrière son silence. Mais sa voix était toujours calme. J'ai cessé de croire aux entreprises après ça, au titre, au costume qui vous serre la main tout en vous plantant un couteau dans le dos. Anna baissa les yeux vers le sol. Je suis désolé. Il secoua doucement la tête. Ce n'est pas de votre faute. Elle voulait lui dire. Dire tout de suite que l'homme qui avait détruit sa vie était son oncle. Qu'elle portait le sang de cet empire même dont il avait été chassé. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce le poids dans sa voix, ou la confiance fragile qui s'était formée entre eux. Peut-être était-ce la peur de voir sa gentillesse s'effondrer en ressentiment. Alors elle ne dit rien. Carlos se leva et prit un engrenage rouillé de l'établi. Il le tint entre ses doigts, le tournant lentement. « Vous savez ce que j'ai appris, » dit-il. La justice n'est pas dans les salles de conseil ou les rapports boursiers. Elle n'est pas entre les mains des hommes de pouvoir. Anna leva les yeux, ses yeux pleins de questions. Elle est dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, dit-il doucement. C'est la seule chose qui compte. Elle le regarda longuement après cela, le silence entre eux devenant plus épais, plus significatif. Au milieu de tout ce qu'il avait perdu, Carlos avait réussi à conserver son humanité. Pour elle, c'était plus puissant que n'importe quel empire. C'était un mardi après-midi quand l'étranger est venu. Carlos était sous le capot d'une Toyota Corolla cabossée lorsque la cloche au-dessus de la porte du garage tinta. Trop doucement pour être un de ses clients réguliers. Il leva les yeux et vit un homme grand dans un manteau sombre, le col relevé, le visage rasé de près, les yeux vifs sous un bonnet d'hiver. « Bonjour », dit Carlos en s'essuyant les mains sur un chiffon. L'homme hocha la tête sèchement. « Vous êtes le propriétaire ?» Carlos hocha la tête. « Je cherche quelqu'un, » continua l'homme en regardant autour du garage. « Oh, une jeune femme, début de la vingtaine, cheveux bruns. Peut-être blessée,
a disparu la semaine dernière pendant la tempête. Carlos se tendit mais garda une expression indéchiffrable. Beaucoup de gens disparaissent pendant une tempête. Celle-ci est différente, dit l'homme. Elle est importante. Sa famille s'inquiète. Carlos garda un ton égal. Vous avez un nom? L'homme sourit légèrement. Elle se fait appeler Anna. Carlos plia le chiffon et le posa. Pas d'Anna ici. L'homme pencha la tête. Vous en êtes sûr? Carlos soutint son regard. Je me souviendrai de quelqu'un de saignant et perdu se présentant à mon garage. Une pause. L'étranger l'étudia, puis mit la main à son manteau et en sortit une carte. Au cas où vous verriez quelque chose. Carlos la prit sans la regarder et la glissa dans sa poche. L'homme se tourna et sortit sans un autre mot. Carlos attendit qu'il soit hors de vue avant d'éteindre le moteur sur lequel il travaillait. Il se dirigea tranquillement vers l'arrière-boutique, où Anna pliait des chiffons près du chauffage. Elle leva les yeux vers son visage et se figea. « Quelqu'un est venu chercher, » dit-il doucement. Elle pâlit. « A-t-il dit mon nom? » Carlos hocha la tête. « Anna S. Asset Lentamen. Les mains tremblantes. »« Je dois vous dire quelque chose, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « I'll attend it. » Elle regarda le sol, puis de nouveau vers lui. « Mon nom est Anna Reed. Mon grand-père était le fondateur d'Edison Motor. » La mâchoire de Carlos se serra, mais il ne dit rien. Mon père, Jonathan Reed, devait prendre la relève après le décès de mon grand-père. Il était le suivant sur la liste, tout le monde le savait. Mais mon oncle, le frère cadet de mon père, Daniel, il a convaincu le conseil d'administration que mon père n'était pas mentalement apte, qu'il avait besoin de repos, de traitement. En quelques semaines, il a été évincé. Carlos s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Anna continua, les mots venant plus vite maintenant. Ils ont dit que c'était temporaire, mais ça ne l'était pas. Mon père a été confiné. Je pouvais lui rendre visite, mais seulement sous surveillance. C'était comme une prison. Elle déglutit difficilement, ses yeux se remplissant. Puis, il y a quelques semaines, j'ai trouvé quelque chose. Des dossiers financiers, enfouis dans un serveur crypté. Une fraude massive. Mon oncle a détourné de l'argent par le biais de sociétés écrans. J'ai imprimé ce que j'ai pu, mais il l'a découvert, et je me suis enfui. Carlos expira lentement, l'air quittant ses poumons comme un pneu qui se dégonfle. Je ne savais pas où aller. Continua Anna, mais je me suis souvenu que mon grand-père parlait d'un homme, un ingénieur brillant, quelqu'un qui avait aidé à construire les premiers moteurs pour la gamme Eclipse, un homme nommé Carlos Ramirez. Il disait que vous aviez de l'intégrité, que vous étiez l'un des bons. Carlos détourna le regard, fixant une bosse dans le mur d'acier. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous mentir, » dit-elle, la voix brisée. « J'avais peur. J'ai toujours peur. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le seul son était le bourdonnement régulier du chauffage et le vent pressant contre les fenêtres. Puis Carlos sortit. Il resta dans le froid pendant près d'une minute entière, des flocons de neige fondant sur ses épaules, son souffle s'élevant comme de la vapeur. Il regarda le terrain vague, le ciel gris lourd de silence. Quand il rentra enfin, Anna était assise exactement là où il l'avait laissée, le visage baissé. Carlos s'approcha d'elle, lentement, comme un homme s'approchant d'un animal craintif. Il s'agenouilla devant elle, posa doucement une main sur son épaule et dit « Je le savais déjà. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je l'ai compris hier, » dit-il, « la façon dont tu tenais cette clé, la façon dont tu parlais des moteurs comme si tu avais grandi avec, et la façon dont tu sursautais à chaque fois qu'une voiture arrivait. » Elle commença à parler, mais il l'arrêta d'un petit signe de la tête. « Je ne t'ai pas gardé ici parce que je ne savais pas, » dit-il doucement. « Je t'ai gardé ici parce que je le savais. » Anna le fixa, stupéfaite, ses lèvres s'entr'ouvrant sans mots. « Tu n'es pas la somme de ce que ta famille a fait, » dit Carlos. « Tu es ce que tu choisis d'être. » Et à cet instant, le poids qu'elle avait porté pendant des jours, la peur, la culpabilité, le doute, sembla s'alléger, juste assez pour la laisser respirer. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme tranquille. La neige recouvrait encore les rues à l'extérieur, mais à l'intérieur du garage, la vie suivait son cours avec un but silencieux. Carlos commença à enseigner à Anna davantage sur les voitures, non seulement les baies. Mais l'art subtil de comprendre comment une machine parle quand quelque chose ne va pas. Ce son, dit-il un matin, tendant l'oreille vers le moteur grondant d'une vieille Ford, ce cliquetis, pas la transmission.
C'est le bouclier thermique de l'échappement. Anna plissa les yeux, écoutant. Vous pouvez le dire juste par le son. Carlos fit un petit signe de tête. Chaque voiture a une voix. Il faut juste apprendre à l'entendre. Il ne haussait jamais la voix, ne se pressait jamais. Il se tenait à côté d'elle alors qu'elle tâtonnait avec les outils, corrigeant doucement sa prise, lui montrant où appuyer, quand tirer, comment écouter. Vous ne réparez pas seulement des machines, lui dit-il. Vous écoutez quelque chose que quelqu'un d'autre a abandonné. Anna absorbait tout. Elle tenait un carnet rempli de petits dessins, de schémas et de notes dans son écriture soignée. Mais la nuit, après le dîner, elle écrivait autre chose. Des pages remplies de réflexions, d'espoir, de fragments de guérison. Il ne parle pas beaucoup, mais je me sens en sécurité quand il est prêt. Il observe tout, dit peu, mais son silence n'est jamais froid. C'est le genre de silence qui écoute, qui dit « tu comptes », même quand tu ne parles pas. Elle préparait des repas sur la plaque chauffante rouillée dans le bureau arrière. Des choses simples, comme des œufs brouillés et de la soupe en conserve avec des herbes. Un soir, elle prépara un sandwich au fromage grillé qui brûla légèrement sur les bords. Carlos le mangea sans se plaindre. « C'est extra croustillant », dit-il, et les coins de sa bouche se soulevèrent en un rare sourire. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit comme une personne. Pas un nom, pas un héritage, pas un pion. Juste Anna. Ils ne parlèrent jamais de la suite. Le monde extérieur restait distant, irréel. Ici, dans ce garage tranquille, entouré de l'odeur d'huile de moteur et d'acier, quelque chose de rare s'épanouissait. Une nuit, longtemps après que les outils eurent été rangés et que le chauffage ronronnait à son rythme régulier, Carlos était assis à son bureau, fixant une vieille photo dans son portefeuille. Anna l'observait depuis l'embrasure de la porte, sentant que quelque chose avait changé. « C'est votre famille ?» demanda-t-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. « Ma fille, Isabella. » Anna s'approcha lentement, ne voulant pas s'immiscer. Il lui tendit la photo. Une fille, peut-être 10 ou 11 ans, avec des boucles folles et un sourire qui s'étirait d'une oreille à l'autre. Elle était tout, dit-il, la voix basse, intelligente, curieuse, voulait toujours savoir comment les choses fonctionnaient. Anna s'assit à côté de lui. Qu'est-il arrivé? Carlos ferma, laisse you un instant. Accident de voiture, il y a 3 ans. Un adolescent ivre a grillé un feu rouge. Elle n'a eu aucune chance. Le souffle d'Anna se coupa. Ma femme, elle n'a pas pu rester après ça. Elle a dit que je lui rappelais trop ce que nous avions perdu. J'ai essayé de nous maintenir ensemble, mais... Il laissa la phrase s'évanouir. Le silence s'installa entre eux. Je la vois parfois, dit-il, dans de petites choses, chez des gens qui ne connaissent même pas son nom. Anna baissa les yeux vers ses mains. Je suis désolé. Il se tourna alors vers elle, les yeux doux mais indéchiffrables. Vous me la rappelez. Pas par votre apparence, mais par la façon dont vous essayez toujours de réparer quelque chose, même quand ça fait mal. Anna cligna rapidement des yeux, l'émotion lui montant à la gorge. Je ne sais pas pourquoi vous avez atterri ici, dit-il, mais peut-être que j'avais autant besoin de vous que vous de moi. Elle tendit la main, posant doucement la sienne sur la sienne. Peut-être que nous avions tous les deux besoin d'un endroit pour repartir à zéro. Il hocha la tête une fois, lentement, comme s'il acceptait quelque chose de plus profond que les mots. Cette nuit-là, dans son journal, elle écrivit « Il a tout perdu, et pourtant il m'a donné de l'espoir. Il ne le sait pas, mais il m'apprend plus que la réparation de voitures. Il me montre comment vivre. » La neige avait commencé à fondre, de petites flaques se formaient près de la porte du garage, et le froid vif de l'hiver cédait lentement la place au souffle humide du début du printemps. Mais la chaleur extérieure ne pouvait atteindre la lourdeur dans la poitrine d'Anna. Elle se tenait près de l'établi, serrant un dossier usé contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient les documents. Impression, email, transfert de compte, tout soigneusement copié depuis le serveur crypté de son oncle. C'était suffisant pour révéler la fraude, pour déchaîner le feu judiciaire sur Edison Motor et restaurer le nom de son père. Mais c'était aussi dangereux. Si elle agissait trop tôt, ou faisait confiance à la mauvaise personne, tout pourrait disparaître. Carlos se tenait en face d'elle, s'essuyant les mains avec un chiffon, bien qu'elle soit déjà propre. Il savait que ce moment arrivait. Il l'avait vu, dans la façon dont elle regardait plus souvent par la fenêtre, dans la façon dont son rire s'était calmé, remplacé par quelque chose de plus solennel. « Je dois y retourner, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas me cacher éternellement. » Carlos hocha la tête. « Je m'en doutais.
Anna s'approcha, posant le dossier sur l'établi entre eux. C'est tout ce que j'ai. Ce ne sont pas les originaux, mais c'est suffisant. Si quelque chose m'arrive. Carlos leva la main, l'arrêtant. Non. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu n'as pas le droit de parler comme ça, comme si tu étais déjà parti. Elle baissa les yeux, ravalant la peur dans sa gorge. Je dois être préparé. Carlos prit le dossier, le parcourut du regard, puis le posa. Si tu ne reviens pas, j'apporterai ça où il le faut. Mais tu reviendras. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu ne fais pas ça seulement pour ton père, dit-il. Tu le fais pour toi-même, pour la fille qui a enfin cessé de fuir. Elle se mordit la lèvre, luttant contre les larmes qui menaçaient de venir. Il fit le tour de l'établi, s'approchant assez près pour qu'elle puisse voir la lueur de douleur derrière ses yeux stables. Ne te perds pas dans leur monde, Anna, dit-il. Peu importe à quel point il devient bruyant, peu importe à quel point il est laid, tu n'es pas l'une d'entre eux. Souviens-toi de ça. Elle hocha la tête, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Elle le déplia lentement. Une écharpe gris foncé, tricotée à la main, un peu inégale sur les bords mais chaude et douce. Je n'ai pas grand-chose à donner, dit-elle en la plaçant dans ses mains. Mais ça, c'est la seule chose que j'ai jamais faite de mes propres mains. Carlos regarda l'écharpe, puis de nouveau vers elle. Elle est parfaite. Elle sourit faiblement. Je l'ai commencé cette première nuit, après que tu m'aies fait de la soupe. Je me suis dit que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de te remercier correctement. Tu n'avais pas besoin, dit-il. Mais je le voulais. Elle ajusta son manteau, le boutonnant lentement. Je devrais y aller avant qu'il ne fasse nuit. Il la suivit jusqu'à la porte. Dehors, l'air était vif mais clair, le ciel teinté d'orange par le soleil couchant. Sa voiture, une modeste location, attendait au bord du terrain. Anna se tourna pour lui faire face une dernière fois. « J'ai peur. » Carlos tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. « Bien, ça veut dire que tu n'es pas téméraire. » Elle réussit un rire tremblant. « Tu attendras. Je serai juste ici, dit-il. Comme toujours. » Elle monta dans la voiture, démarra le moteur et s'arrêta un instant avant de passer la vitesse. Leurs regards se croisèrent à travers le pare-brise, tant de non-dits entre eux. Puis elle partit, les pneus crissant sur le gravier, ne laissant derrière elle qu'une traînée de poussière et de silence. Carlos resta là jusqu'à ce que le bruit du moteur s'estompe. Il rentra, se dirigea vers le banc et ramassa l'écharpe. La laine était douce dans ses mains calleuses, les mailles imparfaites, humaines, réelles. Il s'assit lentement, le poids de la pièce vide pesant sur lui. Il serra l'écharpe contre lui, la pressa contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des années, laissa les larmes couler, silencieuses, régulières, et pleines de quelque chose qui ne pouvait nommer pas du deuil, pas du regret, de l'espoir. Usé, tendre, et totalement fragile, mais réel. La salle de conférence de presse du centre-ville de Détroit bourdonnait de tension. Les journalistes remplissaient l'espace, les appareils photo crépitaient, les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre, fraude, trahison, une héritière disparue depuis longtemps. Personne ne savait à quoi s'attendre. À midi pile, Anna monta sur scène. Vêtue de noir et de gris, les cheveux attachés en arrière, elle se tenait derrière le pupitre avec des yeux stables et un dossier serré dans ses bras. « Mon nom est Anna Reed. » Commença-t-elle, la voix claire malgré son tremblement. Petite fille de Walter Reed, fondateur d'Edison Motor, et fille de Jonathan Reed, injustement démis de ses fonctions. Des murmures parcoururent la foule, les téléphones s'allumèrent. Au cours des 2 dernières années, mon oncle, Daniel Reed, a manipulé la direction et les archives de l'entreprise, poussant mon père à l'écart sous de fausses allégations d'instabilité. Elle sortit un document de son dossier email, rapport d'audit et mémos internes prouvant ses actions. Les journalistes se penchèrent en avant, griffonnant. Les flashs crépitèrent. Je me suis enfui après avoir découvert la vérité, continua Anna. Ma vie a été menacée, mais grâce à une personne bienveillante, j'ai survécu. Je suis revenu non pas pour le pouvoir, mais pour les gens qui croyaient en ce que cette entreprise représentait autrefois. Elle s'arrêta, l'émotion montant. Je ne suis pas ici pour réclamer un titre. Je suis ici pour mettre fin à un mensonge. Elle s'écarta. De derrière le rideau, Jonathan Reed émergea, plus âgé, plus lent, mais indéniablement fort. La salle se tut. Anna le rejoignit au centre de la scène.
Pas de mots, juste une longue et larmoyante étreinte entre un père et sa fille. Quand ils se séparèrent, Anna retourna au micro. « Je ne veux pas diriger Edison Motor, dit-elle. Elle appartient à ces gens, les bâtisseurs, les rêveurs et les travailleurs. Des gens comme Carlos Ramirez. » Un frémissement de curiosité parcourut la salle. Carlos a aidé à concevoir le moteur Eclipse. Il a été licencié lors de la purge de mon oncle, non pas pour un échec, mais pour être resté fidèle à ses principes. Il a tout perdu. Et pourtant, il m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Il m'a appris ce que signifie reconstruire, non pas avec de l'argent, mais avec honnêteté. Elle posa un autre document sur le pupitre. Avec effet immédiat, Carlos Ramirez servira de consultant principal à la Fondation Edison, une nouvelle initiative axée sur l'innovation éthique et l'investissement communautaire. Les obturateurs cliquetèrent, les questions fusèrent, mais les derniers mots d'Anna les firent tous taire. Que l'héritage d'Edison soit mesuré non pas en profit, mais en personne. Le soir, les gros titres explosèrent. L'héritière d'Edison recrute, fraude exposée dans la famille Reed, un mécanicien élevé au rang de héros dans le scandale. Mais un titre se détacha sur tous les écrans et pages, la fille qui est tombée dans la neige et l'homme qui l'a rattrapée. Dans son garage tranquille, Carlos était assis à regarder la diffusion, l'écharpe autour du cou, les yeux doux. Quand l'écran montra Anna et son père ensemble, il sourit, non pas avec fierté ou vengeance, mais avec une paix calme et durable. Il avait réparé de nombreux moteurs, mais ceci, c'était la rédemption. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir devant le garage. Le printemps était arrivé, réchauffant le béton, faisant sortir le vert des arbres. Une légère brise transportait l'odeur de la graisse de moteur et des premières fleurs. Carlos gara son camion sur le terrain, le moteur bas et régulier. Un mois s'était écoulé depuis la conférence de presse, depuis qu'Anna s'était tenue devant le monde et avait dit la vérité, depuis qu'elle lui avait tendu une écharpe et un adieu. Il ne l'avait pas revue depuis. Le garage avait l'air identique, mais différent. Les fenêtres lavées, le calendrier remplacé. Il y avait du soin dans les détails, comme si quelqu'un avait veillé dessus. Puis il la vit. Elle était assise sur le banc devant le bureau, le dos tourné, immobile, calme, certaine. « Je pensais que tu serais peut-être là, » dit-il. Anna se tourna, souriant doucement. Elle se leva et marcha vers lui. « C'est pas assuré. Je t'avais dit que je reviendrais, » dit-elle. « Je suis content que tu l'aies fait, » répondit-il. Elle regarda vers le garage. Cette Mustang est toujours là. Carlos glausa. Elle attend toujours. Réparons ça. À l'intérieur, la voiture était là où il l'avait laissée. Ils travaillèrent côte à côte, se passant des outils, partageant des rires. Anna laissa tomber la même clé 2 fois, souriant les 2 fois. « On n'arrête jamais d'apprendre, » dit Carlos. « Même quand on pense déjà savoir, » termina-t-elle. Au coucher du soleil, ils étaient assis contre le mur, le moteur de la Mustang ronronnant doucement à côté d'eux. « Je lance quelque chose, » dit Anna. « Un atelier gratuit, pour les filles, pour leur apprendre la mécanique, la confiance, la capacité. Il s'appellera l'initiative Reed, pour mon père et pour toi. » Carlos ne parla pas tout de suite. Puis il fouilla dans sa poche et lui tendit un papier plié. Elle l'ouvrit, lisant en silence. « Directrice ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Il hocha la tête. « Un nouveau centre technologique, approuvé par la Fondation Edison. Pour les anciens combattants, les travailleurs qui ont besoin d'une seconde chance. Comment s'appelle-t-il ? Le Centre d'innovation Jonathan Reed. » Elle cligna rapidement des yeux, sa voix douce. Il serait fier. Carlos la regarda avec une chaleur tranquille. « Ils le seront aussi de toi. » Cette nuit-là, après qu'elle fut partie avec la promesse de revenir le matin, Carlos erra dans le garage. Il s'arrêta au mur où la photo d'Isabella était autrefois accrochée. Il en plaça une nouvelle à côté. Anna, à côté de la Mustang, de la graisse sur le visage, les yeux vifs. Il recula, laissant le souvenir et l'espoir se côtoyer. Puis, dans le silence, il chuchota à la pièce, au passé, et à la fille qui l'avait sauvé, lui aussi. Parfois, des gens entrent dans votre vie non pas pour vous changer, mais pour vous rappeler qui vous étiez, quand vous croyez encore en la gentillesse. Et pour la première fois depuis des années, Carlos Ramirez sourit. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant de guérison, de rédemption et d'amour inattendu. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la beauté de la gentillesse,
ou vous a fait croire à nouveau aux secondes chances, alors elle a fait exactement ce pourquoi elle était destinée. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous partageons des récits puissants comme celui-ci, réels ou inspirés par la vie, qui apportent de la lumière dans les coins les plus sombres de l'expérience humaine. Des histoires qui réchauffent votre cœur, vous font réfléchir, et parfois, vous font pleurer de la meilleure des manières. Si vous croyez au pouvoir de la compassion, de la résilience et de la connexion humaine, assurez-vous de vous abonner à Histoires qui touchent l'âme et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre journée, ou même votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, gardez espoir, et rappelez-vous, certaines histoires ne font pas que divertir, elles guérissent.